Merci Jean-Christophe. Je vais commencer en étant complètement honnête avec vous ce matin. Je ne sais pas du tout ce que je fais ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Oui, je sais un petit peu, là, mais bon, les acteurs, hein, le vendredi matin, d'habitude à 8 heures, c'est pas ici qu'on se trouve. Patro, Rocamadour, Limoilou, on est plus. Est-ce qu'il y a des acteurs dans la salle? Vous pouvez lever la main. C'est Samuel, je sais que tu es là. Il y en a un. Bon, lui, maintenant, il est aussi un étudiant là, en management. Fait que ça compte pas, là. C'est pas un... C'est ça. Le concept de l'honnêteté est indissociable de celui du mensonge. J'imagine que c'est pour ça qu'on a fait appel à une actrice. En fait, pas à moi, Annabelle, personnellement, là, parce que personnellement, je fais pas, je compte pas de mensonges. Je fais pas ça. Ils sont bons, mes biscuits, hein? Non, mais pour vrai, la seule menterie que j'ai jamais comptée de ma vie, c'est quand Jean-Christophe, cette semaine, il m'a dit Puis Annabelle, ça va bien la conférence? Puis que j'ai répondu Oui! C'est le seul mensonge que j'ai jamais raconté. Non, c'est une petite blague, vous l'aurez compris. Mais pour de vrai, pour une actrice, faire ce genre d'affaires-là, ça a l'air un peu simple. Là. Tout le monde est comme tu es habitué de prendre la parole en public et tout ça, mais peut-être que Samuel va être d'accord avec moi. C'est super que tu sois là, finalement. On n'est pas bien. On n'est pas bien devant les gens quand on n'a pas de personnage. On est habitué, surtout après la formation au conservatoire, là, d'être toujours un peu quelqu'un d'autre. Vous connaissez sûrement le terme entrer dans la peau, hein, se mettre dans la peau d'un personnage. On ne dit pas vraiment ça, là, c'est bien. On ne dit pas ça dans le milieu, faites pas ça. Dites pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les acteurs, être vrais devant des gens, puis pas. Ne pas mentir, justement, ne pas revêtir une espèce de persona, là, c'est quand même assez compliqué. C'est comme si on perdait tous nos repères, on ne sait plus comment parler, puis c'est comme quand on commence à faire du théâtre. Quand on commence à faire du théâtre, vous avez certainement vu des amateurs, souvent dans des pièces qui marchent un peu comme ça, comme si ils ne savaient plus comment marcher. Tu sais, on oublie comment faire les choses simples de la vie, tu sais, puis on est comme, j'aurais besoin d'accessoires, là, tout à coup, parce que sinon, on n'est plus en connexion avec qui on est, tu sais. C'est si facile être dans la vie, mais sur la scène, c'est comme être, mais autrement. Je soupçonne la plupart des comédiens d'être tous un petit peu en conflit personnel avec leur moi intérieur et c'est pour ça qu'ils font de la comédie, c'est pour s'en dissocier le plus possible, pour pouvoir être quelqu'un d'autre le plus souvent possible. Puis là, je parle pas juste de moi, là, j'ai quand même l'impression que c'est souvent ce qui anime les comédiens, tu sais, à avoir cette envie-là de ne pas être soi, tu sais. Et puis, on est tellement là-dedans, toujours à la recherche. On observe les gens, on fait beaucoup d'observations, on est des êtres curieux. Et puis, c'est ça, on prend un peu, on pige des affaires chez les gens, on regarde, on fait, ouais, tu sais, ça c'est intéressant, puis on essaie de projeter ça dans notre métier. Puis j'ai envie de vous raconter une petite anecdote. Quand on est au conservatoire, il y a une formation de 3 ans et la dernière année, juste pour vous dire à quel point on est poche, les comédiens, quand on n'a pas de personnage, la dernière année, il y a un cours qui s'appelle le cours de chant. Et donc, chanter, c'est pas mal être soi et projeter devant des gens, là, projeter des notes, et voilà. Et au terme de ce cours-là, qui est le dernier cours qu'on va avoir de notre formation, il faut qu'on chante une chanson devant tous nos collègues, OK? Et là, c'est ça, on n'a pas le droit d'avoir de personnage. Et ce dernier cours de chant-là est toujours... j'en parle, on dirait que les émotions me reviennent exactement à comment je me suis sentie quand j'ai fait ça. Et c'est pas que moi...
on est complètement déstabilisé. Là, il y a tous les étudiants qui attendent de même, avec la patte qui shake. Puis là, c'est leur tour et là, ils s'avancent comme ça. Moi, j'ai pleuré. J'ai pas été capable de faire ma toune. J'ai pas été capable de chanter. Je me retrouvais comme tout nue devant tout le monde, complètement déshabillée, honnête, justement, devant toute ma classe, devant les autres années aussi. Puis je savais comme plus qu'est-ce qui m'arrivait. On dirait que je savais plus j'étais qui, je savais plus c'est quoi que je faisais là, c'est quoi mon... C'était bien, bien spécial. Il y a même des gens qui se sont évanouis. C'est vraiment quelque chose, quand tu rentres au conservatoire, tu te fais parler du cours de chant de la 3e année. Tu te fais dire « watch out, ça va être quelque chose ». Puis, ouais, c'est ça. Il y a comme on cultive aussi un peu ça. Toi, Samuel, je me rappelle pas, ça s'était-tu bien passé? Non, on va ce matin. Mais donc, tout ça pour dire que les acteurs, nous, on fait semblant. Tout est basé là-dessus, en fait, sur cette convention-là qui est de faire semblant. Ce qu'on fait, c'est vrai, quand on le fait avec vérité, mais on fait croire. Et cette convention-là est super importante, et pour nous, les acteurs, et pour le public. Puis là, c'est là que je suis vraiment une vraie conférencière, parce que j'ai un dictionnaire ici, et je vais vous lire c'est quoi la définition de la convention théâtrale. C'est un dictionnaire du théâtre. Vous pouvez regarder un peu. C'est la couverture la plus laide que j'ai jamais vue de toute mon existence. Et voilà. Elle est très épeurante, même de proche. Alors, la convention théâtrale, hein, parce que c'est un dictionnaire de théâtre, donc, c'est l'ensemble des supposés idéologiques et esthétiques, explicites ou implicites, qui permettent aux spectateurs de recevoir le jeu de l'acteur et de la représentation. La convention est un contrat passé entre l'auteur et le public selon lequel le premier compose et met en scène son œuvre d'après des normes connues et acceptées par le second. La convention comprend tout ce sur quoi la salle et la scène doivent tomber d'accord pour produire la fiction théâtrale et le plaisir du jeu dramatique. Si on n'accroche pas à la convention, on ne va pas passer une belle soirée. Tu sais, ça arrive des fois où est-ce que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous allez au théâtre, puis là, un moment donné, vous faites « Hey, tu sais ça, là, genre... » Le spot qui joue la lune, là, dans le fond, là, j'y crois pas. Ça m'énerve, je n'y crois pas, je n'accepte pas cette convention-là, soit parce qu'elle a été mal réalisée ou parce que nous, ça dépend aussi, des fois, on n'est pas dans un bon mood. Des fois, on n'a pas envie de se faire raconter des histoires. En tout cas, c'est pas ça qu'on cherche tout à fait. Fait que, si ce contrat-là n'est pas accepté par toutes les parties, ben ça s'écroule. Ça ne tient plus à rien. Donc, souvent, on dit qu'un bon acteur, ça va être quelqu'un qui va jouer vrai, qui va être juste, qui va parvenir à nous faire croire. Et là, je me demandais, est-ce qu'un acteur doit y croire, t'sais? Est-ce qu'il doit vraiment avoir vécu puis ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup, là, même dans notre formation. Est-ce qu'il doit avoir vécu ce qu'il va jouer sur scène pour être crédible, pour que les gens dans la salle le trouvent honnête, justement? Puis, ben, il y a plusieurs moyens d'arriver à faire croire. Moi, personnellement, je crois pas on doit avoir tout vécu parce que, bon, ben, écoute, il y a beaucoup de choses extrêmes qui se passent au théâtre. Des viols, des meurtres. S'il fallait avoir tout vécu, on aurait un très gros problème de société. Ce serait très difficile. Quoique, aux États-Unis, il y a une méthode qui s'appelle la méthode acting. Je ne sais pas si vous êtes... Est-ce que ça vous dit quelque chose, juste? Oui, non? Ou on appelle ça l'actor studio aussi, un peu, là. Les Américains, là, ils trippent là-dessus, bien raide. Ça a formé beaucoup d'acteurs. Je vais vous donner quelques acteurs qui ont fait ça, cette école-là. Marlon Brando, Jane Fonda, Marilyn Monroe aussi, qui trippaient fort là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'elle a bien réussi à intégrer tous les principes. Nicole Kidman, Angelina Jolie. Et j'ai envie de vous parler du fameux cas Daniel Day-Lewis.
Mais juste pour vous illustrer un petit peu avant, là, c'est quoi le méthode acting, là, c'est quoi l'actor studio pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Est-ce qu'il y a des fans de Friends dans la salle? Il y en a deux, là. Yes! Moi, je suis fan de Friends. En tout cas, pour ceux là, que le référent va sonner une cloche, à un moment donné, Joey, il rit un peu de ça, mais en fait, la série rit de ça par le personnage de Joey, qui est un acteur, puis il donne des cours de théâtre et il enseigne à ses étudiants que pour pleurer, c'est super facile. Tu as juste à mettre une main dans tes poches, puis avoir comme des petits ciseaux ou une pince, puis te pincer par en dessous, puis là, tu vas pleurer parce que tu vas avoir mal pour vrai. Et c'est un peu ça, le méthode acting. Il y a des acteurs qui vont jusque-là, c'est de l'illusion et la réalité s'entrechoquent de très grande façon. Et là, les acteurs vont aller très, 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 très loin dans la recherche de vérité. Donc, ça va les amener à faire des trucs que vous avez probablement déjà entendus. Admettons, un acteur qui va jouer un itinérant, qui va aller vivre dans la rue pendant une semaine pour savoir qu'est-ce que ça fait. T'sais. Il va enregistrer des sensations, de l'expérience. Il va pouvoir, après ça, faire appel à son vécu puis tout le projeter là, sur l'écran ou sur la scène. Ça demande beaucoup d'investissement de faire ça. Ici, au Québec, je ne connais pas grand monde qui peuvent, de un, se permettre de faire ça, parce que c'est du temps aussi. Si tu passes une semaine dans la rue à jouer l'itinérant, tu ne peux pas vraiment continuer à travailler. C'est un petit peu... c'est ça aussi que ça implique. Puis c'est aussi une méthode assez extrême. Et donc, je vous parle de Daniel Day-Lewis. Dans le fond, l'idée là, derrière cette méthode-là, c'est ça, comme je vous disais, c'est de s'imprégner le plus possible pour qu'à l'écran, ça ait l'air le plus vrai. Ce gars-là, il a gagné 3 Oscars. Je ne sais pas si vous voyez c'est qui. Il a joué dans Le Dernier des Mohicans, There Will Be Blood, et puis Gangs of New York. C'est comme 3 films qui sont un peu... il a gagné d'ailleurs un Oscar pour Le Dernier des Mohicans. Il jouait un autochtone. Et là-dedans, pour faire ce film-là, il a passé 1 mois en forêt, à vivre comme en survie. Il s'est gossé un canot d'écorce. Puis entre les takes, tu y parlais pas comme à Daniel Day-Lewis, tu y parlais comme au Dernier des Mohicans. Puis là, tu fais, t'es-tu schizophrène ou un acteur? C'est quoi la différence? Là, rendu là, qu'est-ce que ça produit en dedans de lui? Comment... Comment il se couche le soir, tu sais? Comment il fait, tu sais, pendant toute la durée du tournage, là, ce gars-là s'est mis dans cet état-là. Mais c'est parce qu'après, là, quand tu as fini ton tournage, puis tu t'en vas chez vous, là, puis tu reprends ta vie normale, là, moi, je me questionne, je me dis, c'est sûr et certain que psychologiquement, tu tapes des trails dans ta tête, tu fais des chemins qui vont modifier ta personnalité profonde. J'en suis persuadée. Tu ne peux pas te faire croire à ce point-là. Parce que c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est mythomane puis un acteur? C'est qu'un mythomane, ça croit réellement à ses mensonges. Puis un acteur, ça sait que ce que ça fait, c'est faux. Fait qu'à un moment donné, là, tu fais... quelle est la limite entre tout ça? Jusqu'où on peut aller pour faire croire et dire que, pour être honnête. Et moi, je me demandais, puisque la convention théâtrale, c'est de passer un contrat entre le public et nous, est-ce qu'il n'est pas en train de briser cette convention théâtrale-là ou cette convention de jeu-là, qui est de faire semblant? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est d'une rupture de contrat? Je me pose la question. En fait, je ne sais pas. Je profitais de cette conférence-là aussi pour pitcher ça dans la tête d'un peu tout le monde et me dire, peut-être qu'on en jasera après. Puis, je donne des exemples un peu aussi hollywoodiens parce que ça génère... de tout de suite, dans votre esprit, là, vous connaissez ces gens-là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Heath Ledger et du personnage du Joker. T'es rendu complètement cinglé, là, tu sais. Il se promenait dans la rue.
Bon, eat, OK. Peut-être slack les pilules, puis reviens-nous. Euh, et puis, ben, ça me fait aussi penser que on peut quand même se faire prendre à ce jeu-là quand on est des acteurs. Et encore une fois, j'ai envie de vous raconter une anecdote personnelle. Quand on joue des scènes d'amour, parfois, on peut être mêlé. Ça dépend avec qui on joue, évidemment. Des fois, c'est très, très clair. Des fois, il n'y a aucune possibilité d'être mêlé. Mais puis là, je vais être honnête envers vous. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré mon amoureux. Puis là, il ne sait pas que je vous parle de ça. Si vous le rencontrez, faites comme si de rien n'était. Nous autres, on se connaît depuis très, très longtemps, mais on s'est rencontrés amoureusement en jouant une scène d'amour. On jouait Mademoiselle Julie et c'était au Conservatoire d'art dramatique de Québec. On s'était fait engager comme comédien professionnel, hein, parce que c'est ce qu'on est. Et là, on commence à jouer ça, puis je ne sais pas si vous connaissez Mademoiselle Julie, moi peut-être pas, ils ont fait un film aussi dernièrement avec La fille aux babines. Ouais. En tout cas, je ne me rappelle plus c'est avec qui. Encore une fois, de très beaux acteurs hollywoodiens. Et c'est une relation entre une femme qui a du pouvoir, là, que son père est riche, c'est un bourgeois, et son valet. Donc, ils n'ont pas le droit de se rencontrer, ils n'ont pas le droit de vivre une passion amoureuse et ils ont chacun leur raison d'être attirés l'un par l'autre. Donc, nous, on se rencontre là-dessus. Ça fait des années qu'on se connaît. Tu sais, hey, salut, ça va bien? Oui, super. On commence à jouer, on se met à travailler, puis à un moment donné, on se rend compte. Je ne sais pas à quel moment, mais je pense que je sais exactement à quel moment où, dans son regard, j'ai senti que ce n'était plus Monsieur Jean, qui était son personnage, mais que c'était Gabriel, maintenant. Puis après ça, moi, même chose. Fait que là, on était deux acteurs en plein mensonge. Deux acteurs qui sont déjà en train de mentir parce qu'on joue la comédie. Mais en même temps, on ne savait plus où était la réalité. Est-ce que c'est juste le personnage qui était tellement en train de taper sa traîne en dedans de moi, qui me faisait croire que j'étais en train de tomber amoureuse de ce gars-là qui joue ce personnage-là? Est-ce que j'étais en amour avec le gars Gabriel ou avec Monsieur Jean, mon valet? Monsieur Jean, mon valet. Et tu sais, est-ce que je suis en amour avec notre relation théâtrale ou avec réellement la personne? Et là, c'était un gros 2 semaines. Et pour continuer dans cette anecdote-là, il y a eu un moment donné où est-ce qu'on devait s'embrasser, évidemment. Et puis, la répétition où on devait s'embrasser, on sentait tous les deux qu'il se passait quelque chose, mais on s'en était pas parlé, évidemment. On voulait rester professionnel. Moi, je me suis même dit, hey, tu sais, là, s'il se passe quelque chose avant qu'on ait fini ce spectacle-là, on n'arrivera pas à être des bons comédiens, là. On peut pas faire ça aux gens, on peut pas. Faut réprimer jusqu'à temps que ce soit terminé, puis après ça, on pourra. Et puis, ben ça s'est pas passé, on n'a pas attendu la fin du contrat, mais ça nous a placés dans une drôle de position. Je reviens au baiser. Et là, on est en répétition, et là, on sait qu'il se passe quelque chose en dedans de nous. Et il faut qu'on s'embrasse. Mais on ne s'est jamais embrassés, nous deux, pour de vrai. On sait jamais. Et là, c'est nos deux personnages qui s'embrassent. Et c'était fourrant, là. C'était vraiment bizarre. Puis là, notre metteur en scène était découragé. T'es là, mais vous êtes donc ben poche. Il nous trouvait nuls à chier. On s'est embrassés pour de vrai, pour de faux, la première fois. Et là, il était là, bon, là, ça, c'est beaucoup trop long, là, voulez-vous bien m'arrêter ça? Puis là, c'est pas ça, pas en toute la scène, c'est pas du tout ça. Puis nous, on était comme ça, tout fébrile et tout mêlé dans notre identité et dans qu'est-ce qu'on est en train de faire. T'sais, est-ce que je brise ce contrat-là qui est la convention?
Donc, si on avait joué ce show-là, là, heureusement, c'est une seule représentation et c'était dans le cadre du conservatoire. C'était pas très, très impliquant, mais est-ce qu'on aurait été capable de faire un 4 semaines de show à l'aborder avec ça, tu sais, en le cachant à nos collègues, pour pas qu'ils disent « Ah, ben oui, vous jouez même pas, vous gâtez sur scène. » Tu sais, est-ce que, tu sais, comprenez-vous un peu mon dilemme moral intérieur? Et l'honnêteté, ça a rapport avec la morale, hein? Donc, c'est ce que j'ai appris dans mes recherches. L'honnêteté, la définition est très morale. Et ce qui m'amène à la suite, ce qui est, y a-t-il un psychologue dans la salle? Parce que, pour de vrai, en me posant la question sur l'honnêteté par rapport à mon métier, je me suis dit, je comprends pas comment ça se fait que c'est pas plus important que ça dans notre métier d'être suivi par un psy, que c'est encore tabou alors que la plupart des comédiens sont tous dérangés. Et puis c'est pas pour rien, tu sais, on joue tellement à se faire croire des choses que maintenant, je pense que c'est normal que la frontière entre la vérité puis la fiction devienne un peu floue, tu sais. Et puis, ben moi, j'ai vraiment toujours cru que les comédiens devaient se tenir proches d'un psy. Et puis, j'ai participé d'ailleurs à un spectacle, et ça, c'est ce sur quoi je vais clore, un spectacle de théâtre documentaire qui s'appelle le No Show. JC m'a présenté en disant que je faisais ce spectacle-là, d'ailleurs depuis 2014, en tournée un peu partout. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le No Show, un spectacle d'Alexandre Fecteau. Oui, évidemment. Alexandre Fecteau, il fait du théâtre documentaire. Il a fait plein de choses. Hôtel Dieu, dernièrement, ou un spectacle sur la mort. La Date, un spectacle sur les rencontres. Changing Room, un spectacle sur les drag queens. Il avait investi le périscope comme si c'était le cabaret, le drag. Et le No Show. Je vais essayer d'être assez rapide quand même là-dedans et ce pourquoi je vous parle de ça par rapport à l'honnêteté. Vous n'avez pas besoin de comprendre c'est quoi le spectacle, mais juste de savoir que c'est un show dans lequel on n'a pas de personnage. Moi, mon personnage, c'est Annabelle. Sauf que mon personnage d'Annabelle, c'est pas moi. Et là, ça aussi, c'est très spécial parce que j'arrive sur la scène et j'ai un numéro où je dis « Bonjour, moi, je suis Annabelle. Alors, ça fait 8 ans que je suis sortie du conservatoire et à partir de là, je ne raconte que des mensonges parce que j'ai repris la place d'une autre comédienne et donc j'ai aussi repris son texte. Sauf qu'il y a d'autres moments dans le spectacle où là, c'est moi et c'est non seulement c'est moi, mais c'est mon moi profond. Parce qu'on nous a demandé d'écrire 2 textes, entre autres, dans ce spectacle-là. Un qui raconte un acharnement par rapport, parce que c'est un spectacle sur le métier de comédien. Un qui raconte notre acharnement par rapport à notre métier. Donc, est-ce qu'on s'acharne? Et là, il faut donner un exemple. Et moi, j'étais très, très, très pudique de donner un exemple parce que j'avais pas envie que mes collègues, tu sais, de jouer ce spectacle-là au Québec, puis on fasse de trop en révéler, tu sais. Mais bon, j'ai juste fait ce spectacle-là en tournée, fait que ça va. Donc, je dis que je suis serveuse au zinc, je fais ça, dans le fond, parce que je veux rencontrer des gens. Donc, je sers de la bière pour rencontrer du monde, pour me faire des contacts. Et l'autre texte qu'on doit écrire, c'est notre désillusion, c'est-à-dire la raison pour laquelle on abandonnerait notre métier d'acteur. Et quand j'ai écrit ce texte-là, et quand tout le monde écrit ce texte-là, la première fois qu'on le dit, personne n'est capable de le dire jusqu'au bout parce qu'on pleure. Parce que c'est tellement proche de nous, on est tellement plus le comédien, il n'y a aucune façon qu'on reste un acteur quand on parle de ça, parce que c'est tellement profond que ça nous ébranle. Puis il y a aussi un autre moment dans le spectacle où on doit se vendre aux spectateurs. Donc, on doit dire aux gens « Choisissez-moi, prenez-moi ». Et là, prenez-moi, Annabelle Pelletier-Legros, mais là, je vais utiliser tous les stratagèmes possibles pour vous convaincre de me prendre moi. Et là, par stratagème, mensonge.
Parce que jamais, en étant honnête à ce moment-là du spectacle, alors que l'honnêteté fait partie du théâtre documentaire, jamais en étant honnête à ce moment du spectacle, c'est payant pour l'acteur. Et c'est aussi très bizarre parce que tu fais « je me livre à vous, je serai complètement nu et vulnérable » et les spectateurs font « mais pas intéressant, on va prendre le gars qui compte des jokes puis qui dit n'importe quoi puis qui me fait rêver ». Et puis, voilà, c'est ce que c'est un peu ce spectacle-là. Et moi, je milite toujours pour qu'on puisse avoir un psychologue qui nous suit en tournée, parce qu'après ça, c'est un spectacle aussi interactif. Il se passe tellement d'affaires, c'est complètement fou. Moi, je rêve qu'on fasse un documentaire sur notre théâtre documentaire. Et puis, et ça devient super important de mettre une distance dans ce spectacle-là entre soi et son soi fictionnel pour s'assurer de rester honnête envers qui nous sommes profondément. Puis ça, ben, ça me fait me dire que ben, c'est pas juste pour ce spectacle-là, je pense que c'est pour l'ensemble du travail théâtral d'un acteur, d'être capable de mettre une distance suffisante sans refuser de plonger, sans refuser d'aller voir dans des zones où c'est parfois abrupt et noir, mais en même temps, il faut être capable de créer cette distance-là, sans quoi, bienvenue la maladie mentale. Alors, sur ce, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu.